et en Bretagne. Merci. Merci beaucoup de me permettre d'être là aujourd'hui. Ça fait toujours plaisir de revenir à Tours. On échangeait avec Pascal tout à l'heure, parce qu'on est toutes les deux diplômées de Tours quand c'était encore un IUT et pas un bachelor. Donc voilà, merci beaucoup de m'accueillir et merci à tous ceux qui sont restés à cette heure tardive pour ces partages d'expériences. Donc mon challenge, ça va être d'enchaîner avec une deuxième présentation qui vous montre des résultats d'une enquête sans complètement vous endormir. Donc je vais essayer d'être aussi bonne que mon interlocuteur précédent. Donc moi je suis diététicienne dans une structure régionale d'appui en Bretagne, donc qui s'appelle le CAPS Bretagne. On accompagne finalement les professionnels et les établissements dans l'amélioration de leurs pratiques professionnelles et entre autres en ce qui me concerne concernant la nutrition et plus précisément la dénutrition. Et j'ai pris mon poste au moment où les recommandations de diagnostic de la dénutrition ont été revues, donc chez l'adulte en 2019 et chez la personne de plus de 70 ans en 2021. Et pour animer pas mal de formations, voilà, je me suis vite rendu compte que ça n'était pas forcément évident pour les professionnels au sein des établissements, ce changement de paradigme en termes de recommandations. Donc on a proposé aux établissements bretons de participer à une enquête, enfin une analyse de pratique. Donc l'idée c'était d'avoir un questionnaire très simple. On essaie vraiment de se dire, quand on fait une enquête, on a toujours envie de savoir plein de choses, mais on sait que si on demande trop de choses, ça ne va pas être répondu. Donc sur alors une année, on avait fait chez l'adulte, et moi je vais plutôt vous présenter ce qu'on a fait l'année dernière, donc chez la personne âgée. Donc c'était aussi dans le cadre de notre collaboration avec le collectif de lutte contre la dénutrition. Donc les établissements ont pu participer à cette enquête pendant la semaine de la dénutrition. Alors le contexte, je viens de vous en parler. Les objectifs, eh bien, c'est de permettre aux établissements de mobiliser leurs professionnels sur cette thématique de la dénutrition, d'animer finalement, d'avoir une action sur la semaine de la dénutrition. Et puis nous, au niveau régional, de savoir où on en est et finalement quels sont les besoins des professionnels. Est-ce qu'ils ont besoin qu'on les accompagne sur de la formation, sur des webinaires, sur des documents ou ce type de choses. Donc on a eu, en termes de participants, voilà, un peu sur la totalité de la Bretagne, donc 1784 répondants. Donc en fait, au sein des établissements sanitaires et médico-sociaux, tous les professionnels impliqués sur le champ de la dénutrition. Je pense qu'on est tous d'accord ici pour avoir envie que ce soit le plus possible de types de professionnels au sein des établissements. Donc, pouvez répondre. C'était un questionnaire en ligne. Alors, c'est vrai qu'on a eu quand même une majorité d'aides-soignants et d'infirmiers qui ont répondu, mais on a aussi eu de l'encadrement, des diététiciens évidemment, quelques médecins, même des kinés, des ergothérapeutes, des psychologues. Donc, dans 38 établissements bretons, CH, CHU, EHPAD également. Donc, la première partie du questionnaire, l'idée c'était de savoir, est-ce que vous savez qu'il y a ces recommandations de 2021 de la HAS? Donc, je ne vais pas du tout vous présenter les résultats tout détaillés, je vais vous donner les points clés. Après, voilà, le rapport complet est sur notre site si jamais certains sont intéressés. Donc, en tout cas, un tiers des répondants ont répondu oui sur le fait d'avoir connaissance de ces recommandations de 2021. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'ils ne les connaissent pas, même s'ils ont mis non. C'est juste que peut-être ils ne savent pas que c'est les recommandations de la HAS de 2021. Et bon, ça nous donne quand même une information, sachant que les cadres, les médecins et les diététiciens ont répondu oui en plus large majorité. C'est quand même rassurant. Alors, on a interrogé ensuite sur la mise en application finalement au sein de votre service, au sein de votre établissement. Qu'est-ce que vous faites? Donc, on a commencé par les critères phénotypiques. Donc, moi, c'est les critères anciens, entre guillemets, je les appelle, poids et IMC. On les connaît depuis longtemps, donc normalement, ils sont bien mis en place au sein des établissements.
Donc, les professionnels, pour chaque question, pouvaient répondre soit toujours, soit souvent, soit rarement, soit jamais, soit ne sait pas. Donc, nous, on a regroupé toujours et souvent dans la présentation des résultats parce qu'on estime que c'est ce qui se rapproche le plus des bonnes pratiques. Donc, vous voyez que sur la variation pondérale, 80% ont répondu toujours et souvent. Donc, après, on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein. 80%, c'est quand même plutôt très bon. Après, se dire que 20% ne mesure pas la variation de poids, bon, ça peut aussi nous questionner. Et sur l'IMC, c'est un petit peu moins. On sait qu'il y a toujours un sujet sur la question de la taille, de la prise de la taille finalement des patients et des résidents. Enfin, moi, c'est ce que je vois assez régulièrement quand j'anime des formations. Donc, on approche quand même quasiment des 80%. Alors ensuite, la fameuse sarcopénie, alors ça c'est celle qui fait peut-être un peu plus peur quand on parle de ces critères phénotypiques. Bon bah voilà, là sans surprise, 27% des répondants indiquent que la mesure de la sarcopénie, donc réduction de la masse et de la force, est réalisée au sein de leur établissement. Peut-être que la petite surprise pour nous, ça a été le pourquoi. Eh bien, majoritairement du fait du manque de formation. Et moi, je m'attendais beaucoup à plutôt manque de matériel de façon plus massive. Donc finalement, le manque de formation, c'est ce qui est ressorti. Sur finalement les critères étiologiques, donc on a demandé au niveau des ingestats, est-ce que c'était évalué au cours du séjour? Donc vous voyez, c'est pas énorme non plus, 61%, et plutôt avec la méthode classique entre guillemets de la fiche alimentaire, pas trop avec les réglettes d'évaluation facile des ingestats. Et là aussi, la réponse, c'était plutôt le manque de formation pour les gens qui nous indiquaient ne pas le faire finalement au cours de leur séjour, du séjour du patient ou du résident. Alors, l'albumine aussi, alors on n'a pas demandé les deux autres critères, enfin la situation d'agression ou bien la malabsorption. On espère quand même que si quelqu'un est hospitalisé, on recherche enfin voilà une situation d'agression. Enfin, là, c'était beaucoup moins intéressant à notre sens en termes de retour. Par contre, l'autre gros changement, enfin je sais pas comment ça se passe pour vous, mais moi en tout cas dans les établissements où j'interviens, on me parle toujours de l'albumine. Ah bon, c'est plus un critère diagnostic, mais nous on fait toujours l'albumine, c'est notre bilan, enfin voilà, ça ressort, on discute beaucoup sur cette question de l'albumine. Du coup, on a demandé est-ce que vous le faites, et puis si vous le faites, pourquoi vous le faites? Et dans la toute première version du questionnaire qu'on avait fait l'année d'avant chez l'adulte, on avait demandé si les gens savaient quelle était la méthode d'analyse de notre labo. Là, vous savez, c'est le super mot du Scrabble, là, électronéphélémétrie, et puis il y en a une autre. Tout le monde a répondu je ne sais pas, donc on s'est dit c'est pas la peine de refaire cette année sans intérêt. Donc 63% des gens indiquent que l'albumine est dosée soit à l'entrée, soit au cours du séjour de la personne. Et par contre, voilà, dans la moitié des réponses, c'est toujours à visée diagnostique. Donc voilà, on n'a pas encore complètement bougé nos lignes là-dessus, mais là pour le coup, c'était pas vraiment une surprise. On s'attendait quand même à ce type de résultat. Et après, quelque chose peut-être de plus qualitatif, finalement, qu'est-ce qui se passe pour vous dans ce diagnostic de la dénutrition? Est-ce que vous avez des difficultés? Est-ce que vous avez des besoins? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est vrai que sont pas mal ressortis, ça rejoint peut-être un peu la présentation précédente, mais voilà, le manque de temps, le manque de professionnels, aussi pas mal de questionnements sur ce qu'on a indiqué là comme le diagnostic de la dénutrition dans les cas particuliers. En fait, c'était beaucoup pour les personnes en situation d'obésité ou pour les personnes en situation de handicap, comment on applique certains de ces critères, comment on fait quand on ne peut pas mesurer la sarcopénie pour diagnostiquer la dénutrition chez quelqu'un qui présente une obésité. Et puis, quels sont vos besoins? Eh bien, la formation, ça ressort à 81%. Ça rejoint ce que je vous ai dit juste avant, puisque pour la plupart des choses qui étaient dites ne pas être faites, comme par exemple la sarcopénie, c'était toujours le besoin de formation qui est ressorti.
Donc c'est vrai que au-delà des chiffres, au-delà de tout ça, nous ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est de travailler avec les établissements après pour voir comment ils avaient fait pour mobiliser finalement leurs professionnels pour répondre, et puis surtout comment ils faisaient ensuite pour mobiliser leurs professionnels, parce que faire une enquête dans son établissement, c'est super, mais les professionnels, une fois qu'ils ont pris du temps pour répondre, ils ont envie qu'on leur dise, ben voilà ce qu'on va faire maintenant, on va mettre un plan d'action. Et on s'est rendu compte que c'était assez riche, hein, les idées des établissements bretons. Alors, j'aurai pas le temps là, mais bon, si on me réinvite l'année prochaine, je détaillerai plus. Mais non, voilà, en tout cas, on a été plutôt contents, et les établissements aussi se sont beaucoup mobilisés sur le sujet, et nous, ça nous a aidé à mieux cibler aussi nos actions. Voilà, et 10 minutes 37 secondes, c'est parfait. Merci beaucoup.